sur votre net campus dans le cours. Hein, d'accord. Bien souvent, je m'intéresse qu'aux choses qui sont les plus pertinentes et qui peuvent poser éventuellement certains soucis. Alors, revenons maintenant sur cette partie de modification, enfin de suspension du contrat de travail. La suspension, nous disions tout à l'heure, elle peut être à l'origine du salarié, mais elle peut être aussi à l'origine de l'employeur. On va retrouver notamment cette suspension du contrat de travail quand l'employeur impose une sanction au salarié qui peut être, par exemple, une mise à pied. D'accord ? Quand un salarié a fait une erreur qui est sanctionnable, il y a divers degrés de sanction. L'employé peut avoir un avertissement. Il peut aussi être sanctionné par ce qu'on appelle une mise à pied, c'est-à-dire qu'on va lui dire, ben voilà, tu restes chez toi pendant une semaine et tu ne seras pas payé. C'est la sanction. Alors bien sûr, hein, il faudra justifier de cette sanction, etc., etc. Mais enfin, dans ce cas-là, le contrat de travail, il est bien suspendu, il n'est pas arrêté, d'accord. Le contrat de travail est donc suspendu, mais il continue à avoir ses effets, notamment sur ce devoir de loyauté, etc., etc. Quant aux droits du salarié, les droits du salarié pendant la suspension du contrat de travail. Pendant la suspension du contrat de travail, que ce soit du fait du salarié ou du fait de l'employeur, le salarié continue à avoir les avantages qu'il pouvait avoir lors de l'exécution du contrat. Mais il va retrouver aussi son poste tel qu'il l'avait quitté quand le contrat ne sera plus suspendu. Et ça, c'est une donnée importante. C'est une donnée importante dans le sens où on peut avoir des cas de suspension du contrat de travail, notamment qui soient relativement longs. Vous êtes malade et ça prend du temps pour vous soigner. Vous êtes hospitalisé pendant 6 mois, par exemple. Vous avez l'assurance de retrouver votre poste tel que vous l'avez quitté lors de votre retour. Donc c'est un droit. Ça peut Ce être une droit à équivalence. retrouver son poste et à retrouver tous les avantages qu'on avait et le retour Excusez-moi. en entreprise. Ça peut être Voilà concernant la suspension du contrat de travail. Vous m'entendez ou pas? Maintenant, on va discuter Ok. de tout ce qui est fin du contrat. Excusez-moi, j'ai une question. Alors, concernant la fin du contrat de travail, donc la rupture du contrat de travail, plusieurs possibilités encore. Vous avez des NDR. Quelqu'un pose une question. Alors, qui pose une question? C'est moi, Virginie, vous m'entendez? Alors, il faudra activer votre micro, mademoiselle, Mais il est si vous activé. voulez poser une question concernant la suspension du contrat de travail. Alors, si quelqu'un veut poser une question, il active son micro et je vais l'écouter. Monsieur, vous entendez? Non, 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 j'entends rien du tout. Mon micro est activé là. Sauf vous, monsieur. Le prof ne t'entend pas. Ah mince. Montez le son, monsieur. Alors, je vais monter le son. Vous m'entendez là? Là, je vous entends, Ah mademoiselle. voilà, super. Je disais, en fait, le salarié doit retrouver son poste, mais ça peut être aussi une équivalence. Alors, Ce ne sera pas forcément le poste qu'il a quitté. a priori, ça doit être le poste qu'il a quitté. Ouais, D'accord? Malgré tout, si dans l'organisation de l'entreprise, imaginons, entre-temps, l'organisation de l'entreprise a été modifiée, d'accord? ouais, On va imaginer, je ne sais pas moi, un salarié qui était vendeur d'un certain service et il a été absent 6 mois et le service a fermé parce qu'il y a une réorientation stratégique de l'entreprise, par exemple. hmm, On va retomber sur des problèmes de modification du contrat, comme on l'avait vu dans les séances précédentes, c'est-à-dire qu'ici, c'est une réorganisation, par exemple, et que l'employeur devra faire la proposition de la réorganisation et le salarié devra l'accepter ou pas. d'accord. Ok. Donc, si il ne peut pas retrouver son poste parce qu'il y a des problèmes de réorganisation, bah on repart sur le process qu'on avait vu lors du cours précédent, d'un process de modification, soit des conditions ou soit du contrat. Ok, merci. Donc, maintenant,
regardons un petit peu tout ce qui est rupture du contrat de travail. Et cette rupture du contrat de travail, elle peut venir soit à l'initiative du salarié, ça va être le cas de la démission, par exemple, ou soit elle peut venir à l'initiative de l'employeur. Alors, à l'initiative de l'employeur, ça sera bien sûr des procédures de licenciement. On va d'abord regarder ces procédures de licenciement dans le cadre de CDI, puisque dans le cadre de CDD, on est sur des choses un peu différentes et particulières. Donc, concernant les procédures de licenciement, on va avoir deux types de procédures de licenciement, deux causes de licenciement possibles. Soit des licenciements qui sont dus à la personne, d'accord, ou soit des licenciements qui sont dus à des conditions économiques aux conditions économiques qui entourent l'entreprise. Donc, soit c'est à cause de la personne qu'on va procéder au licenciement, ou soit c'est à cause des conditions économiques de l'entreprise. Donc, regardons d'abord les licenciements qui sont dus à la personne. Là, encore une fois, on peut faire la distinction entre deux choses, deux parties. Des licenciements pour faute et des licenciements pour raison personnelle. Donc, d'abord, les licenciements pour faute. On va avoir trois types de licenciements pour faute. La difficulté ici, ça va être, en fonction des faits qu'on va pouvoir vous donner éventuellement dans un exercice, d'apprécier le type de faute. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est le principal du contentieux devant le tribunal des prud'hommes. C'est-à-dire qu'un licenciement pour faute sérieuse n'a pas les mêmes implications qu'un licenciement pour faute lourde, par exemple, ou que pour faute grave. Puisque l'un va entraîner la rupture du contrat de travail, mais la continuation d'une période de préavis, alors que dans une faute lourde, il n'y aura pas de préavis qui sera effectué. Donc, par conséquent, voilà, les choses sont différentes et l'appréciation du caractère sérieux, lourd ou grave de la faute se fait en fonction des faits. Et que là, il n'y a pas vraiment de texte qui permette de dire ça c'est une faute lourde, ça c'est une faute grave, ça c'est une faute sérieuse. La faute, dans tous les cas, les trois fautes empêchent la continuation du contrat de travail. Alors, la faute sérieuse, ça va être la personne qui, par exemple, se dispute avec un de ses collègues, insulte un de ses collègues. La faute grave, c'est quelqu'un qui va se battre avec un client, par exemple. Et la faute lourde, ça va être quelqu'un qui va faire délibérément quelque chose qui va nuire à l'entreprise, qui va voler, par exemple, dans les stocks. Donc, vous avez des exemples sur votre cours de NetCampus, mais ce ne sont que des exemples. Alors, sachez que dans un cas pratique, si on devait vous donner à l'examen une situation à étudier, alors généralement, on va bien caractériser la situation et les faits de façon à ce que vous vous orientiez vers un type de faute. On va prendre par exemple le cas d'un salarié qui vole, ou qui se bat ou qui insulte avec un client. Là, on est de façon très claire sur une faute lourde. Si par exemple, vous deviez avoir des faits où vous hésitiez entre la faute grave et la faute sérieuse, on ne va pas vous sanctionner sur... Est-ce que quelqu'un a l'adresse mail du prof? Normalement, vous devriez la retrouver. Alors, je ne vais pas m'arrêter comme ça au milieu. Je répondrai à toutes ces... Après, on fera un petit temps, hein, questions-réponses. Donc, on ne va pas vous sanctionner si vous qualifiez mal la faute. Imaginons que, je ne sais pas, moi, vous ayez un salarié voilà, qui ne porte pas le masque. On est dans le cas d'une société qui a des contacts avec les clients et le salarié ne porte pas son masque délibérément. Est-ce que c'est une faute sérieuse? Est-ce que c'est une faute grave? Est-ce que c'est une faute lourde? On va pouvoir peut-être écarter la faute lourde. Il n'y a pas une volonté de nuire à l'entreprise. Par contre, on pourrait hésiter entre une faute sérieuse et une faute grave.
moi, clairement, je partirais plutôt sur une faute grave. D'accord? Mais, vous voyez, j'ai une de vos collègues là qui me dit que ça serait plutôt une faute sérieuse. Voilà. Il faudrait. Est-ce que c'est répété? D'accord? Est-ce que je lui ai déjà dit une première fois? Est-ce que je lui ai donné les instructions, par exemple, via une note de service qui dirait voilà, vous avez l'obligation pour protéger nos clients, pour vous protéger aussi et pour protéger vos collègues, de porter des masques, de porter un masque. Et que je préviens, voilà, que ça peut être considéré. Donc, la qualification entre une faute sérieuse et une faute grave va dépendre des faits, mais dans des situations comme celle-ci, on ne pourra pas vous reprocher, par exemple, d'avoir dit que c'était une faute sérieuse, alors que peut-être la correction dit que c'est une faute grave. Par contre, on vous demandera de justifier de toute la démarche que vous avez eue. Alors, c'est-à-dire que, imaginons qu'on se retrouve face à cette situation-là dans un cas pratique lors de l'examen, on vous dit, voilà, le salarié Martin, on a eu une plainte d'un client parce que le salarié Martin se rend chez les clients et refuse de porter son masque. Vous devez prendre une décision. Vous pensez procéder à un licenciement, justifier votre réponse. Donc vous allez d'abord expliquer qu'il y a deux types de licenciements, des licenciements qui sont dus pour des raisons économiques et des licenciements qui sont dus pour des faits que l'on peut rattacher au salarié. Ici, dans le cas présent, on est sur un fait que l'on peut rattacher au salarié. Dans les faits, dans les licenciements pour les faits rattachés au salarié, on a trois types de licenciements. Le licenciement pour faute sérieuse, le licenciement pour faute grave et le licenciement pour faute lourde. On peut écarter la faute lourde car le fait de ne pas porter son masque n'est pas une action délibérée pour nuire à l'entreprise. Par contre, on peut hésiter entre la faute grave et la faute sérieuse. Dans tous les cas, les deux fautes empêchent la continuation du contrat de travail. Donc, c'est pour ça que l'on va procéder au licenciement et vous allez argumenter pour dire, ben voilà, la faute aujourd'hui met en danger des clients, met en danger, elle contrevient à des directives qui ont été données par l'entreprise. Par conséquent, on pourra qualifier le licenciement de licenciement pour faute grave. Voilà comment vous allez justifier toute votre démarche pour arriver à votre conclusion. Je vous rappelle que dans la méthodologie des cas pratiques liés aux notions de droit, vous devez employer le syllogisme. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un cours sur le syllogisme l'année dernière. Dans tous les cas, je m'appliquerai à employer la méthode à chaque fois qu'on sera dans des situations de résolution de cas pratiques juridiques. C'est-à-dire que, normalement, vous devez donner le droit, d'accord, ce que vous connaissez du droit. Ensuite, dans une deuxième partie, vous devez appliquer le droit aux faits qui vous sont soumis pour ensuite en tirer une conclusion. Dans notre cas, ici, le droit, vous avez expliqué ce qu'était un licenciement pour faute personnelle, pour les faits personnels. Vous avez expliqué les trois types de licenciement. Vous avez peut-être même imagé les trois types de licenciement. Ensuite, vous allez expliquer les faits. Et ensuite, vous allez donner votre conclusion parce que vous aurez appliqué le droit aux faits. Voilà, et ça s'appelle le syllogisme. Et c'est avec cette méthode-là que vous devez résoudre vos cas pratiques qui sont sur la partie droit. Alors, continuons à regarder, c'est la même chose que synélagmatique, pas du tout, mademoiselle. Un contrat est dit synélagmatique quand il est entre deux personnes. Synélagmatique, c'est la qualification d'un certain type de contrat. Vous avez des contrats unilatéraux, mais vous avez aussi des contrats synélagmatiques. Un contrat synélagmatique, c'est simplement un contrat entre deux personnes. Alors que là, je vous parle de syllogisme, c'est une méthode de résolution des cas pratiques. Le droit, les faits, la solution. Continuons sur notre cours et la suspension et la rupture du contrat de travail. On a expliqué la rupture pour faute. Ensuite, vous pouvez avoir simplement la rupture parce qu'il y a une incompétence simple du salarié sans faute. D'accord ?
Euh, Par exemple, un salarié qui n'atteint pas les objectifs que l'on lui a donnés. C'est, bien sûr, ça peut être l'objet d'une rupture et d'un licenciement, mais ce ne sera pas un licenciement pour faute, ce sera simplement un licenciement pour raison personnelle. Et là, parce qu'il y a une insuffisance, il n'y a pas de faute, mais il y a une insuffisance professionnelle du salarié. Ça, c'est pour la partie des licenciements qui sont dus aux salariés. Ensuite, vous avez une autre partie qui sont les licenciements qui sont dus aux conditions économiques. Une entreprise qui rencontre des difficultés économiques peut procéder à des licenciements. C'est ce qu'on appelle des licenciements pour motif économique. À partir de là, l'entreprise, soit c'est un licenciement d'une seule personne, ou soit c'est un licenciement de plusieurs personnes. Les mises en application et les procédures, je ne vais pas en donner le détail puisque c'est relativement simple, il suffit de lire votre cours Net Campus, on vous explique exactement la procédure qui est sensiblement la même. Il y a la consultation du comité d'entreprise qui n'est pas forcément nécessaire quand on fait que pour une seule personne, etc., etc. Mais la procédure est relativement simple. Ce que simplement je veux vous dire, c'est que dans tous les cas des licenciements, que ce soit des licenciements pour motif économique, ou que ce soit des licenciements pour motif personnel, la procédure qui doit être suivie est la suivante. La première chose, c'est qu'une convocation est envoyée au salarié lui proposant ce qu'on appelle un entretien préalable au licenciement. Cette convocation est envoyée dans un certain laps de temps, exactement 8 jours, avant l'entretien, bien sûr. Et cette convocation doit contenir un certain nombre d'éléments. D'abord, elle doit identifier le lieu et la date et l'heure du rendez-vous, ce qui est évident. Elle doit donner la raison de l'entretien, c'est-à-dire qu'on doit indiquer que nous envisageons votre licenciement pour tel fait, pour tel fait, pour tel fait. Et là, on parle bien, nous envisageons, le licenciement n'est pas encore fait, puisqu'on doit donner la possibilité au salarié de s'expliquer sur les faits que l'on va lui reprocher. Cette procédure, pourquoi j'insiste sur cette procédure? Parce qu'elle est super importante. Aujourd'hui, une erreur dans la procédure va invalider le licenciement de façon nette, sec et sans aucune possibilité de pouvoir en discuter. C'est-à-dire que vous avez fait, si vous devez procéder à un licenciement et que l'employeur a fait une erreur dans la procédure, le licenciement est annulé avec une réintégration du salarié. Alors imaginez-vous, vous êtes à la tête d'un centre médical, d'un centre de diététique, il peut la réitérer, oui, il peut, bien sûr, on peut recommencer la procédure. Mais vous imaginez bien, on va prendre une situation, vous êtes l'employeur de 3 diététiciennes dans un grand centre, voilà, il y a une perte de temps, effectivement. Malheureusement, une des secrétaires a fait une faute grave. Allez, disons qu'elle a fait une faute grave. Vous procédez à son licenciement et vous faites une erreur dans la procédure. Vous allez donc procéder au licenciement et vous faites une erreur dans le délai. Vous envoyez la lettre avec un délai de 3 jours avant l'entretien. Vous continuez toute votre procédure, vous faites l'entretien, vous envoyez la lettre, la personne est licenciée. La personne, se sentant lésée puisque la procédure n'a pas été correctement respectée, saisit le tribunal des prud'hommes. Le tribunal des prud'hommes, mais alors aussi rapide que l'éclair, va dire monsieur le licenciement, il est invalidé. Nous vous obligeons à réintégrer la personne. Et en plus, en fonction de ce que la personne peut demander, nous lui octroyons des dommages et intérêts pour, je ne sais pas moi, pour impression de Doloris, par exemple, je ne sais pas, on lui octroie des dommages et intérêts. Donc vous allez devoir payer les salaires manquants, les salaires qui auraient dû être versés
jusqu'à ce que le tribunal prononce l'invalidation de la procédure de licenciement. Vous allez devoir réintégrer la personne. Donc, vous savez aussi hein, que les procédures devant le tribunal, des prud'hommes notamment, ce ne sont pas forcément des procédures qui sont très rapides. Je vous rappelle quand même que la procédure passe d'abord par une option de conciliation et ensuite seulement par le bureau de jugement. Donc, ce qui veut dire que, concrètement, on peut avoir un an qui s'est déroulé entre le licenciement et l'invalidation du licenciement par le tribunal des prud'hommes. Pendant un an, vous avez recruté quelqu'un d'autre pour remplacer le secrétaire, et puis au bout d'un an, vous dites non, monsieur, pour le licenciement, il n'était pas valable. Vous devez réintégrer la personne, et comme le licenciement n'était pas valable, ça veut dire que le contrat a continué à courir jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais été rompu, puisque le licenciement n'est pas valable. Par conséquent, vous lui devez les salaires pendant un an, alors que la personne n'est pas venue travailler, et que vous l'avez dû la remplacer. Et en plus, vous devez la réintégrer, et reprocéder, si éventuellement vous le voulez, reprocéder à réactiver toute la procédure de licenciement. Perte de temps et perte de beaucoup d'argent. Surtout, ça va coûter très cher, évidemment. Donc c'est pour ça que la procédure, elle est hyper importante. Il faut bien sûr la connaître. Alors, si demain vous devez être face à cette situation-là et que vous êtes, vous, l'employeur, je peux que vous conseiller de vous adjoindre les conseils d'un avocat ou de votre expert comptable si vous en avez un. Et il vous dira bien, attention, il y a une procédure, il faut faire super gaffe dans la procédure. Donc cette procédure, reprenons-la, l'envoi de cette lettre, même le contenu de la lettre est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans la lettre que le licenciement est acté. Voilà. Je vous convoque pour vous licencier. Non, je vous convoque parce que j'envisage de vous licencier. Pour telle raison, pour telle raison. Je dois aussi indiquer dans ce courrier, dans cette convocation, que la personne peut se faire assister et lui donner la liste de la personne ou lui donner le lieu où elle peut trouver la liste de la personne qui peuvent l'assister pendant l'entretien. J'ai fait cette convocation. Pendant l'entretien, je recueille éventuellement les observations de mon salarié. Je vais lui dire, voilà, vous avez perdu des dossiers de patients, vous avez oublié d'aller mettre des chèques à la banque, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? La personne va s'expliquer ou pas, hein, d'ailleurs, et à partir de là, je vais prendre ma décision, mais que je ne vais pas lui donner. Pendant l'entretien, je ne dis rien, je peux discuter, hein, oui, mais moi je pense ça, bon, très bien, madame, vous n'avez plus rien à dire, merci, l'entretien est terminé. 2 jours après l'entretien, je peux envoyer la lettre. Alors, je peux très bien aussi revenir sur ma décision de licenciement, suite à l'entretien, évidemment. Hein. Mais 2 jours après, si ma décision est confirmée, 2 jours après, je vais lui envoyer sa lettre de licenciement. Donc, vous voyez que le temps, les courriers, les procédures, toute cette procédure est bien rythmée et qu'il faut la respecter de A à Z. À partir de là, la personne va être licenciée. Il va se poser la problématique du préavis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un préavis? C'est la période pendant laquelle le contrat va être maintenu, quand il doit être maintenu, bien sûr. Par exemple, je vous rappelle qu'en cas de faute grave, le préavis n'est pas à effectuer. Donc le contrat est maintenu, la personne va venir continuer à travailler. En général, ce préavis, il est de 2 mois. Donc une personne qui a été licenciée pour faute sérieuse va continuer à venir travailler pendant 2 mois. Alors ça peut m'embêter, moi, en tant qu'employeur. Parce que, voilà, après tout, la personne ne convenait pas au poste et j'avais décidé de la licencier. Et je dois encore lui donner du boulot pendant 2 mois. Je peux très bien, en tant qu'employeur, dispenser la personne de faire son préavis. Lui dire, mademoiselle, vous restez chez vous, je vous dispense de faire votre préavis. Alors, attention, quand c'est l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis, il doit lui payer. Le salarié ne fera pas son préavis, il ne viendra pas travailler, mais il percevra ses 2 mois de salaire. Par contre, si c'est l'employé qui demande à ne pas effectuer son préavis parce que, par exemple, il a retrouvé du boulot ailleurs, là, effectivement, on peut, si l'employeur le décide, l'autoriser à ne pas effectuer son préavis, mais si c'est à la demande du salarié, là, le préavis ne sera pas payé. C'est-à-dire qu'il ne touchera pas les 2 mois de préavis qu'il aurait dû toucher. Donc voilà, sur les principales difficultés du licenciement, je dirais que ce sur quoi, alors, il y a une question,
Le problème, c'est que moi, je les vois que très rapidement vos questions, elles sont furtives. Hop. Alors, si j'ai bien compris, il y a donc deux cas de licenciement pour non-respect de la procédure, licenciement abusif pour motif nommable et licenciement irrégulier pour non-respect du délai. C'est bien ça. Alors, bien sûr, tout à l'heure, je vous parlais d'invalidation parce que la procédure n'a pas été respectée. Autre possibilité d'invalidation d'un licenciement, c'est de dire qu'il n'y avait pas de raison de licencier. Bon, parce que je vous rappelle qu'au départ, notamment pour faute sérieuse, faute grave, faute lourde ou insuffisance professionnelle, etc., le licenciement doit être justifié. S'il est contesté devant le tribunal des prud'hommes par le salarié, parce qu'il estime que la faute qui lui est reprochée n'est pas une faute sérieuse ou qu'elle n'existe pas, d'accord. Donc il fera valoir son argumentation devant le tribunal des prud'hommes, et si le tribunal des prud'hommes effectivement lui donne raison et dit que qu'il n'y avait pas de justification à la procédure, là, le licenciement sera qualifié de licenciement abusif, et effectivement, la personne pourra au choix être réintégrée ou bien toucher un dédommagement relatif à ce licenciement. Alors, en cas de licenciement pour conditions économiques, comment je justifie auprès du salarié? Ben, elle le justifie tout simplement par ses perspectives. Alors, c'est là où il n'y a pas une difficulté. Hein. Il n'y a pas de difficulté, mais il y a un contentieux qui est plus délicat. Parce que les conditions économiques d'une entreprise, alors quand c'est une petite entreprise, la PMI, PME du coin, ces difficultés économiques, elles sont très facilement circonscrites. Vous avez des notions de bilan, vous avez des notions de résultats de l'entreprise. Si l'entreprise perd de l'argent, à un moment donné, effectivement, c'est très facile à voir dans ses comptes. Maintenant, se pose plus la difficulté des très grandes entreprises. Alors, je vais juste faire un point sur deux faits d'actualité. Vous avez entendu que Auchan, c'était la semaine dernière, Auchan va procéder, je crois, à 300 ou 3000, je n'ai plus le nombre en tête, mais va procéder à un certain nombre de licenciements économiques. Bon. Vous allez me dire, Auchan pourtant se porte bien. Mais les licenciements économiques sont aussi valables dans le cadre d'une restructuration. Par exemple, pour le problème d'Auchan, c'est qu'ils ont pris énormément de retard sur la digitalisation du commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur système de drive, etc., est beaucoup moins performant que chez Leclerc, par exemple, qui est un des pionniers en la matière, et que ça va les obliger à modifier un peu leur structure et devoir faire, par exemple, des investissements. Et pour ça, on est obligé de procéder à des licenciements. Donc, compliqué de dire, non, c'est pas justifié. Alors, ça pourrait être injustifié si il n'y avait aucune raison, si l'entreprise n'avance pas de raison. Mais malgré tout, si on procède à des licenciements économiques, c'est qu'il y a une raison. Là, pour Auchan, ce n'est pas qu'ils perdent de l'argent, mais c'est qu'ils doivent modifier leur stratégie, sinon ils risquent de crouler complètement. Donc vous voyez qu'on est aussi sur de la perspective. Si une entreprise, si moi je dis, voilà, il faut que je réduise mon personnel, sinon dans 2 ans je suis mort, aujourd'hui je suis vivant, je gagne de l'argent, mais si je ne prends pas des mesures de restriction personnelle, dans 2 ans je serai mort. C'est quand même difficile à contrôler et à voir. Deuxième cas, vous avez Goodyear qui va licencier 300 personnes dans le Pas-de-Calais, une entreprise de fabrication de pneus. Pas, non, c'est pas Goodyear, c'est un autre fabricant, j'ai perdu le nom, qui va licencier, c'est hier ou avant-hier. Hein. Pourtant, au niveau mondial, ce groupe va bien, mais ce site n'est pas rentable. Ce site n'est pas rentable. Donc, on décide de fermer ce site et on décide de mettre 300 personnes pour des raisons économiques au chômage. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce
Bridgestone, ouais, peut-être, je ne sais plus. Est-ce qu'un ou plusieurs avertissements peuvent être donnés aux salariés avant de procéder au licenciement? Est-ce que les avertissements sont réglementés? Alors, pour que les avertissements, on revient sur la procédure de licenciement pour faute, notamment pour faute, d'accord? Est-ce que c'est réglementé? Oui, c'est réglementé. Chaque entreprise de plus de 20 salariés doit avoir un règlement intérieur. C'est une obligation. Et dans ce règlement intérieur sont indiquées les sanctions et la gradation des sanctions. C'est-à-dire que on va expliquder que dans les sanctions, on va retrouver l'avertissement, qu'au bout de 3 avertissements, il peut y avoir une mesure à pied, et qu'au bout de 3 ou 4 avertissements, par exemple, je ne sais pas, il sera procédé à un licenciement. Tout ça, c'est acté, effectivement. Ce n'est pas le législateur, ce n'est pas la loi qui le dit, mais c'est l'entreprise, dans son règlement intérieur, qui va procéder à la gradation des sanctions et à expliquer aux salariés comment ça fonctionne dans l'entreprise. Donc, effectivement, ça, c'est indiqué. Mais on peut très bien, sans passer par la mesure d'avertissement, si la faute est lourde, c'est une faute importante, passer directement au licenciement. D'autres questions sur la problématique du licenciement? Non, pas de questions? Alors, concernant le CDD, concernant le CDD, le contrat à durée déterminée, la procédure est légèrement différente pour 2 choses. D'abord, parce que c'est un contrat à durée déterminée et que, comme tout contrat, il doit être mené jusqu'à son terme. Il n'y a pas de possibilité de licenciement, sauf pour des fautes lourdes, il n'y a pas de possibilité de licenciement autre que pour les fautes lourdes. Au même titre, le salarié ne peut pas démissionner comme il veut d'un contrat en CDD. Il devra justifier de certaines raisons, et notamment, par exemple, pouvoir justifier d'avoir trouvé un travail en CDI. Mais imaginons, vous vous êtes engagé pour 2 mois pendant le mois de juillet et le mois d'août à faire un petit boulot. Au bout d'un mois, vous ne pouvez pas quitter le petit boulot en vous disant, non, finalement, j'arrête, je vais partir en vacances. Pas possible. Alors, pas possible. Malgré tout, si vous le faites, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez à ce que l'employeur vous attaque parce que vous n'avez pas assumé votre obligation contractuelle jusqu'au bout et vous demande des dommages et intérêts. Alors, clairement, ça se voit très rarement, cette situation-là. On est plutôt dans les situations inverses, mais ça se voit très rarement. Mais, a priori, vous êtes obligé de continuer le travail, le boulot jusqu'au bout. Sauf pendant cette période qu'on appelle la période d'essai. Et là, c'est une notion que l'on a vue l'année dernière lors de l'étude du contrat de travail, et je vous conseille de connaître par cœur la notion de la période d'essai. C'est très facile de vous interroger en vous disant, voilà, je suis titulaire ou tel salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée d'ailleurs. La période d'essai est de telle durée. L'employeur décide de mettre fin au contrat pendant la période d'essai, donc ce n'est pas une procédure de licenciement, c'est simplement une rupture pendant la période d'essai, donc on n'a pas toute la procédure de licenciement à suivre pendant la période d'essai. Que pensez-vous de cette situation-là? Donc là, il faut connaître l'intérêt de la période d'essai. L'intérêt, c'est lequel? C'est de pouvoir tester les aptitudes professionnelles du salarié au poste. Donc, par exemple, est-ce qu'une période d'essai sur un renouvellement d'un CDD est valable? Vous avez fait un premier CDD de 3 mois avec une période d'essai, par exemple, de 15 jours, et on décide de renouveler votre CDD. On vous refait un deuxième CDD de 6 mois avec une nouvelle période d'essai. Est-ce que c'est valable, cette deuxième période d'essai? Non, elle n'est pas valable. La période d'essai, c'est fait pourquoi? C'est pour tester les aptitudes professionnelles. Si vous renouvelez un premier CDD, c'est que les aptitudes professionnelles, elles vous conviennent. Donc, par exemple, un licenciement qui aurait lieu dans une période d'essai sur un second CDD, qui vient juste à la suite du premier CDD, la période d'essai, elle n'est pas valable. Donc, le licenciement
pendant période d'essai, donc la rupture, pas le licenciement, parce que ce n'est pas un licenciement, mais la rupture pendant la période d'essai de ce deuxième contrat ne serait pas valable. Il aurait fallu procéder par et suivre toute la procédure. Je vous écoute, mademoiselle. Et si on arrive à la fin de la première période d'essai, qu'on ne conduit pas encore le CDD, qu'on renouvelle la période d'essai, c'est possible de faire 2 périodes d'essai à la suite avant de commencer le premier CDD? Alors, c'est tout à fait possible de renouveler une période d'essai, sans aucun souci. Dans le premier contrat, on est bien dans le premier contrat. Ce qu'il faut, c'est bien sûr respecter les durées de période d'essai qui ne sont pas non plus extraordinaires. Imaginons, vous avez un contrat d'arme de 3 mois, que vous avez fait une première période d'essai je sais pas moi, 15 jours, et que vous décidez de renouveler cette période d'essai pour une nouvelle fois 15 jours, ce n'est pas possible, puisque la durée complète sera de 1 mois, et ce n'est pas possible sur un contrat de 3 mois. D'accord. Que ce soit proportionnel, en fait, c'est ça? Vous avez les durées, je vous les rappelle, c'est 1 jour par semaine pour les contrats de moins de 6 mois. D'accord. Vous regarderez dans votre cours de l'année dernière, vous avez une durée de connaître, d'accord, de période d'essai et qui est effectivement proportionnelle par rapport au CDD, avec cette barrière des 6 mois de contrat. On passe sur un autre mode de calcul. Donc, il faut connaître absolument l'intérêt de la période d'essai, la durée de la période d'essai et les effets de la période d'essai, c'est-à-dire que le contrat peut être rompu par l'employeur ou l'employé sans avoir à se justifier et sans avoir à procéder sans avoir à passer par une procédure de licenciement. Donc ça, c'est super important, parce que si on n'est pas dans la période d'essai, il faut passer par la procédure de licenciement. Alors, à Lyon, nous avons fait le cours... À Lyon, nous n'avons pas fait le cours sur le contrat de travail. La période d'essai dépend souvent du statut du salarié, s'il est cadre de sa fonction. Oui, exactement. Alors, sur ce que disait Cécile, c'est tout à fait valable. D'accord. Les périodes sont différentes en fonction du statut du salarié, qu'il soit salarié, qu'il soit employé cadre ou cadre supérieur. Il vous faut, alors je vous ferai peut-être juste, on aura l'occasion, pour ceux qui n'ont pas vu le contrat de travail l'année dernière à Lyon, on fera des exercices de toute façon, et on fera un tableau récapitulatif. Alors, pouvez-vous nous partager ce cours, puisque nous n'avons pas le faire cette année? Normalement, il vous est déjà partagé, alors je vérifierai juste après, parce qu'il faut que j'aille sur NetCampus. Vous avez les cours de première année, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je vérifierai quand même, mais on regardera ça. D'autres questions sur cette problématique de période d'essai? Alors, on ne les a pas tous corrigés. Non, on ne les a pas tous corrigés. On va les continuer par la suite, ne vous inquiétez pas. Je fais juste un petit topo rapide pour qu'on passe aux exercices. Ça va nous laisser peu de temps, mais ce n'est pas grave. Pour qu'on passe juste sur ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. D'accord. Alors, c'est un type de rupture qui permet, en cas de désaccord entre l'employeur et l'employé, mais où on n'a pas de faute. On n'a pas de faute de l'employeur. Et le salarié ne veut pas démissionner, parce que je vous rappelle qu'en cas de licenciement, quel que soit le motif du licenciement, j'ai déjà entendu parler ou entendu dire que quand on avait un licenciement pour faute grave, on n'avait pas d'indemnité d'allocation chômage, ce qui est faux. Quel que soit le motif du licenciement, vous bénéficiez des mesures d'accompagnement par les allocations chômage, quel que soit le motif. Par contre, si vous démissionnez d'un poste, vous ne bénéficiez pas des mesures d'accompagnement par Pôle emploi. Donc, vous n'avez pas de chômage, vous ne pouvez pas bénéficier des aides de recherche d'emploi, etc., qui sont données par Pôle emploi. Ça, c'est quand vous avez démissionné. Quand vous avez démissionné, vous êtes à l'origine de la rupture du contrat de travail, donc vous n'avez pas le droit à ça. Alors, l'abandon de poste va donner obligatoirement lieu à un licenciement. Vous avez abandonné votre poste, vous avez fait une faute grave, vous êtes licencié. Indemnité de chômage, pas de souci.
Par contre, j'envoie une lettre à mon patron en disant « Monsieur, je démissionne, j'en ai marre, je démissionne », là, pas de chômage, pas d'indemnité chômage. D'accord ? Donc, imaginons une situation entre un salarié et un employeur. On ne s'entend plus, voilà, on n'est plus d'accord, mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'insuffisance. Il n'y a pas d'insuffisance professionnelle du salarié. Le salarié ne veut pas démissionner parce qu'il se dit, bah, après tout, on ne s'entend plus, mais moi j'ai envie de bénéficier de chômage si jamais je perds mon boulot. D'accord ? Alors, si je démissionne parce qu'on ne s'entend plus, eh ben, je ne peux pas toucher mes indemnités chômage. Donc, par conséquent, je ne veux pas démissionner. Donc, ce qui se fait, alors, si, en 2018, la loi peut bénéficier dans ce secteur, alors, je répondrai après à ceci. Donc, le législateur a mis en place une procédure qui permet une sorte de séparation, une sorte de divorce, d'accord, entre le salarié et son employeur, qui permettent au salarié de continuer à bénéficier des indemnités chômage, d'accord, et qui permettent aussi de rompre le contrat de travail. Alors, là encore une fois, il faut absolument que la procédure soit bien respectée. D'abord, il faut que ça procède d'un accord. Il faut que le salarié soit d'accord, il faut que tous les deux, on ait négocié cette rupture. Il ne faut pas que l'employé se serve de cette possibilité pour licencier un salarié dont il ne voudrait plus, tout simplement parce que, mais pour lequel il n'a rien à reprocher. J'ai plus envie de mon salarié, je ne veux plus le voir, d'accord, mais sauf qu'il ne fait pas de faute, donc je ne peux pas le licencier. Donc je ne peux pas me servir de cette procédure pour procéder à un licenciement déguisé, on va dire. Donc il faut que ce soit un accord entre les deux personnes. Ces deux personnes doivent avoir discuté des problèmes qu'il y a et donc doivent avoir décidé de se séparer, de divorcer. Le salarié va bénéficier d'une indemnité une sorte d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de rupture, qui n'est pas identique à celle qu'il pourrait avoir, par exemple, dans le cadre d'un licenciement économique. Et la proposition de rupture à l'amiable va être envoyée à la DIRECT, donc à la direction départementale du travail, qui va valider la séparation, la rupture. Et donc, suite à ça, le salarié va quitter son travail et pourra bénéficier des indemnités chômage. Voilà pour la rupture conventionnelle, avec encore une fois une procédure à respecter. Il faut il faut avoir un accord, il faut l'envoyer à la directe, il faut attendre 15 jours, il faut ensuite procéder à la rupture du contrat, etc., etc. Il faut plutôt bien maîtriser cette procédure, ne pas hésiter à se faire. Attendez, je finis juste mon intervention. Je ne pas hésiter à faire une petite frise en disant à ce moment-là, il faut faire ça, à ce moment-là, il faut faire ça. D'avoir un petit schéma représentatif de façon à ce que vous puissiez l'avoir en tête et que vous puissiez le restituer. Alors, monsieur, j'ai une petite question sur les CDD. On n'a pas fait le coup l'année dernière. J'ai vu que c'est un terme incertain. Il peut être renouvelé de manière limitée. Je ne comprends pas bien le principe parce que c'est une forme de CDI à l'avantage de l'employeur. Alors, le CDD à terme incertain, c'est le CDD qui va se faire notamment. Alors, un cas, j'ai un salarié qui est. Parce que vous savez d'abord que le CDD, il ne peut pas être fait comme on veut. Hein, d'accord ? Il y a des cas. Et là, encore une fois, je vous conseille de connaître les cas qui permettent la conclusion d'un CDD. Donc, on a par exemple le cas d'un remplacement d'un salarié absent. J'ai un collaborateur qui est absent parce qu'il est malade. Je sais que son absence va durer 2 mois. Je vais remplacer ce collaborateur absent en concluant un CDD avec une autre personne. Le problème, c'est que cette maladie, qui est plutôt grave, je ne sais pas, il me dit qu'il va revenir dans 1 mois, mais peut-être qu'il va revenir dans 2 mois, peut-être qu'il va revenir dans 3 mois. Donc je vais conclure un CDD avec son remplaçant en indiquant que le CDD court jusqu'au retour. Terme incertain, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et de par là, le CDD va pouvoir durer peut-être 2, 3, 4, 5 ans si cette personne est en maladie. Voilà. Donc voilà
le cas d'un CDD à terme incertain qui va voilà, se prolonger dans la durée. Okay. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, parce qu'on va arriver là bientôt au terme de ce cours et nous n'avons pas vu le télé. Je vais enregistrer, ça va nous combler aussi un peu le cours qu'on n'a pas vu et on ne peut pas repasser une troisième séance. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer la correction du TD que je posterai sur Net Campus en vidéo, comme ça vous aurez la correction. Je vais enregistrer, je vous conseille de faire votre TD. Il y a notamment une première partie où on vous dit, voilà, dans tel type, dans tel cas, est-ce que c'est un licenciement pour faute grave ou faute sérieuse ou est-ce que ce n'est pas une mesure de licenciement? Il y a un premier exercice, après un cas pratique sur, par exemple, encore des procédures de licenciement, etc. Beaucoup basé sur les licenciements. Donc moi, je vais enregistrer la correction de ce TD. S'il y a des questions, on va pouvoir prendre 5-10 minutes. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des précisions, je vais faire une vidéo d'1 heure pour faire une correction de TD, ce qui est largement suffisant, ce qui me remplacera aussi le cours que je ferai ce week-end. Ça vous permettra d'avoir une vraie correction du TD. Monsieur, on peut aussi vous poser des questions par mail ou pas? Parce que c'est vrai que c'est très court, 1 heure et ouais, ça oui. défile. Je m'en aperçois. Alors, on met en place, hein, d'accord? C'est les premiers qui sont en place, donc on va s'adapter au fur et à mesure. Bien sûr que vous pouvez m'envoyer des questions par mail, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous pouvez nous donner votre mail? Parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas. Jérôme.brassard. Je vais l'écrire au tableau. Jérôme.brassard, B-R-A-2-S-A-R-T, @hydro-éducation. C'est bon pour tout le monde, mais normalement, quand vous avez la liste de vos enseignants, vous voyez l'adresse mail. Hein. Eh ben, on n'a pas cette fameuse liste, on l'avait l'année dernière, mais là... D'accord. Bon. Donc, voilà. Par contre, pour lundi, pour notre prochain cours, il est absolument impératif que vous connaissiez toutes vos notions de TVA. Alors, du coup, la semaine prochaine, nous allons faire le cours. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous allons faire le cours sur les budgets. D'accord? Pour ce cours, je vous demande de revoir toutes vos notions de TVA. Vous devez savoir calculer une TVA. Alors, je vous rappelle, on prend un prix hors taxe, on multiplie par un taux et on obtient un montant de TVA. Vous devez aussi revoir les notions de TVA